Aujourd'hui, je veux vous présenter, pardon, 3 graphiques et 4 romans. Donc, ça va être un plutôt gros update lecture. Je vous propose de vous préparer une petite boisson. Alors, vu le temps, j'ai envie de vous dire une boisson fraîche. Enfin, vu la saison, normalement, une boisson fraîche, mais vu le temps, je dirais plutôt une boisson chaude. Donc, allez-y, installez-vous. C'est parti pour un update lecture. Je vais commencer par les graphiques. Donc j'ai lu dernièrement le tome 17 et le tome 18, donc il y a deux graphiques d'un coup de la série Arte de Kei Kubo chez Komiku Édition. Komiku Édition. On suit toujours cette jeune aristocrate Arte qui vit au XVIe siècle à Florence, enfin qui vivait au départ au XVIe siècle à Florence, et qui est jeune apprenti peintre, artiste peintre, et qui a été amené à rentrer un petit peu plus dans la politique de la ville, puis dans la politique internationale. Arte, avant cet homme-ci, elle a été amenée à vivre dans un autre pays, et là, elle revient à ses racines. Ces deux tomes sont vraiment tournés sur sa relation à son maître, Léo, qui est son maître artiste, enfin son maître de peinture, et avec qui elle a entretenu une relation très particulière. Et quand elle est partie, elle a dit ce qu'elle a dit. Donc là, on est des années plus tard, et en fait, on suit vraiment à distance la relation Arte-Léo, sachant que c'est dans le tome 18, il me semble, on en apprend beaucoup plus sur l'enfance de Léo. C'est une série que j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que je vous avoue que je trouve qu'elle manque un petit peu de peps sur ces derniers tomes. Alors, je n'arrive pas à savoir si c'est parce qu'elle manque de peps sur ces derniers tomes ou si c'est parce que depuis, j'ai lu plein d'autres mangas et que j'en ai trouvé d'autres avec lesquels ça matchait plus. Ça reste quand même une saga que j'ai trouvée hyper agréable, c'est une histoire d'amour, hein, principalement, Arte. Mais voilà, donc je lirai la suite avec plaisir. Ça faisait un moment que je n'avais pas lu et j'ai quand même pris plaisir à retrouver ce personnage. J'ai lu ensuite Au chant des grenouilles de Canepa, Allard et Sacré, le tome 1, Uriana, la sorcière, chez la collection Métamorphose. Moi, j'ai failli m'assommer avec le livre. C'est le livre qui m'a attirée parce que je le trouvais absolument magnifique. Je n'avais rien vu à part la couverture, voilà, et ce titre holographique. Et il se trouve que dès que j'ai ouvert, j'ai compris qu'effectivement, ça allait me plaire. C'est vraiment très très beau. Je vais d'abord vous raconter de quoi ça parle quand même. On va suivre une petite bande d'animaux. Alors on va les voir ici en présentation qui vont mener... c'est un petit groupe en fait, voilà, ils sont là. Donc il y a la famille Lapin, Snow et Winter. Honey, le renard ici. Coton, mais est-ce qu'on voit Coton? Je suis pas sûre qu'on voit tous les personnages. Donc là on en voit... Mais non, c'est sûr, on les voit pas tous. Si on voit la chauve-souris. Bref, on va suivre une petite bande d'animaux qui vont vivre une aventure. Alors, c'est un groupe en fait, ils forment un groupe un peu secret et on ne sait pas trop, ils ont une mission, il va y avoir quelque chose quelque chose se prépare. Et on va savoir au fur et à mesure, enfin non, on va savoir à la fin du tome qu'est-ce qui se prépare et qu'est-ce que ça laisse présager pour la suite. Ce qui est drôle, c'est que le groupe de... Alors, je crois que ce sont les dessinateurs qui changent à chaque fois. J'ai perdu le papier que j'avais mis dedans, où c'est expliqué. Moi, je vous avoue que ce tome-ci m'a beaucoup, beaucoup plu. Je le conseille notamment à toutes les personnes qui ont du mal avec les araignées, parce que le livre décrit forcément les araignées sous un jour extrêmement mignon. Et notamment, il y a des planches qui viennent un peu nous faire euh, voilà, des planches comme ça qui viennent nous raconter un peu l'histoire des insectes. Alors là, c'est pas un insecte, l'araignée, je sais, mais qui viennent nous raconter un petit peu l'histoire de certains personnages. C'était hyper mignon. Après, je vous avoue que j'en ai pas énormément de souvenirs, très étrangement. C'est-à-dire que je me rappelle d'avoir beaucoup aimé sur le moment, mais je me rappelle plus. Donc, je pense que je vais la relire parce que c'est une BD qui est quand même assez jeunesse. Et je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai cet énorme trou noir. Je pense que c'est parce que je l'ai lu à un moment où le cerveau était full et donc je n'ai pas pu faire rentrer d'informations supplémentaires. En tout cas, je sais que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très joli et je lirai la suite avec plaisir. Et vraiment, je me lasse pas du tout de ce titre que je trouve absolument splendide. Je vais continuer maintenant avec les romans. Alors les romans, c'est un peu particulier. Oui, j'étais en train de dire, mais il y en a 5 ou quoi? Non, il y en a 4. C'est quand même globalement des très bonnes lectures. Il y en a une qui est un petit peu en dessous. Je vais commencer par celle-ci. J'ai lu La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, que j'ai lu en lecture commune chez 10-18, que j'ai lu en lecture commune avec Claire Diomy. On va suivre ici une famille en Allemagne, la famille Melzer, en 1913.
On va suivre les deux sœurs, les deux jeunes filles, Katharina et Elisabeth, ainsi que leurs parents et leur frère Paul. Et on va suivre un petit peu dans l'entreprise familiale qui est dans la confection, dans la fabrication de tissus. On sent qu'il y a des choses qui se préparent, évidemment, on est en 1913, donc on voit une montée progressive de certaines choses. Et, euh, et on va suivre du coup cette famille, mais également on va suivre leur domestique, et donc on va suivre notamment une jeune fille qui va arriver, qui va débouler dans cette famille, une jeune fille qui au début va être affiliée à la cuisine et petit à petit va changer, qui s'appelle Marie. C'est une lecture que j'ai trouvée pas mauvaise en soi. Elle est beaucoup comparée à Downton Abbey. Moi, j'aime bien cette ambiance Downton Abbey. Après, c'est vrai que je vais pas lire 150 romans sur ce thème-là. Ça tombe bien, j'en ai lu qu'un. Non, je pense que j'en ai lu d'autres, mais voilà, pour moi, ça va vite être un peu long. Et surtout, quand je l'ai lu en parallèle avec une lecture qui n'était pas du tout la même chose, mais qui s'apparentait un petit peu, même si on n'était pas à la même époque. Il s'agit des Voleurs d'innocence de Sarah E. Walker. Et je pense que ça a souffert de cette comparaison, même si je ne les ai pas comparés, mais j'ai bien senti que je trouvais cette lecture beaucoup plus, pas insipide, mais beaucoup plus, je sais pas, plate par rapport au côté ultra émotionnel que je pouvais avoir dans Les Voleurs d'innocence. C'est une lecture, je pense que si vous aimez l'historique, si vous aimez les grandes sagas familiales, ça peut vous plaire. Moi, j'avoue ne pas avoir ressenti un attachement particulier au personnage. On se faisait la réflexion, Claire était un peu dans le même cas de figure. Je ne suis pas sûre de lire la suite parce qu'on est quand même sur des gros volumes et que ça n'a pas été le coup de cœur énormissime. Alors ce qui se passe aussi, c'est que ça faisait très très longtemps que ce livre était dans ma wishlist et ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Peut-être que du coup j'en ai fait. Et puis le fait de comparer à Downton Abbey, c'est une comparaison malheureuse parce que je suis partie avec une base très particulière en tête et même si c'était approchant, c'est pas la même chose forcément. Il y en a un, c'est une série, l'autre c'est un livre. Et donc finalement, ça a desservi de les comparer. Mais ça reste quand même une lecture qui n'est pas mauvaise en soi, puisque quand je m'y suis mise à la fin, j'avais fini les Voleurs d'innocence, j'ai vraiment lu la fin d'une traite, et pour le coup, j'ai trouvé ça pas si mauvais. Enfin, c'est pas que c'était mauvais, depuis le départ, je pensais pas que c'était mauvais, mais finalement pas si mal. Mais peut-être pas assez pour me dire, tiens, est-ce que ça me rajoute le petit truc en plus qui fait que j'ai très envie de continuer. Je ne suis pas sûre. Je verrai à la fin de l'année quand je mettrai mes sagas en cours dans mon carnet 2025. Et là, je verrai quelle saga j'abandonne et quelle saga je continuerai. J'ai lu ensuite un livre que j'avais reçu en service presse et que j'ai lu également avec Claire Diomy. Nous avons lu Cathédrale d'Hermine Lefebvre chez Magic. Donc comme toujours, moi je suis en partenariat avec la maison d'édition. Donc comme toujours, vous voyez, le livre a très très bien vieilli. On a toujours ce dos jaune très caractéristique assorti à mon vernis. Regardez, disparition. Et avec le motif qu'on va retrouver ici. On va suivre ici un jeune garçon qui s'appelle Frédéric. Au tout début du roman, on le suit, on est sur de la fantaisie, on le rencontre, il mène une vie miséreuse, enfin misérable avec sa famille, c'est un miséreux, et vraiment ils sont sans le sou, et il va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Axel, et ils vont faire connaissance, et il va se passer quelque chose de très fort entre ces deux personnages, et après on va passer des années plus tard, quand Frédéric sera plus grand, et qu'il intégrera une école qui s'appelle Cathédrale. Cette école, elle est dotée d'une vie propre, en fait, et on sent les énergies qui peuvent se passer dans l'école. Quand Frédéric va rentrer, on va lui assigner un parrain qui s'appelle Lionel, et en fait, Frédéric, qui arrivait un peu la bouche en cœur, tout est fabuleux, il se retrouve dans cette école merveilleuse, alors que voilà, il a pas un radis, il n'a pas un copec. Ben en fait, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Il y a beaucoup de complots politiques. En fait, les personnes qui arrivent à Cathédrale, au départ, c'était une école qui était ouverte à tous. Progressivement, ça a bougé. En fonction de la politique qui se passe dans ce monde et tout ça. Donc, on va voir petit à petit tous les enjeux qu'il y a. Et la reine de cet univers va lancer un défi. Je ne vais pas forcément vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée. J'ai trouvé les personnages super attachants. N'est pas bon qui paraît bon et n'est pas mauvais qui paraît mauvais. Ce n'est absolument pas une lecture, c'est pas de la fantaisie manichéenne, on est vraiment sur quelque chose, on n'est pas sur comment on dit, de la white fantasy, je crois, quand on est vraiment sur des personnages très clairs,
Non, c'est pas de la white fantasy, c'est de la... bon, je n'ai plus le terme évidemment, mais je relirai mon petit traité qui est là-haut là, de la fantasy. En tout cas, on n'est pas là-dessus, on n'est pas sur des choses super basiques, c'est un peu plus complexe. On va suivre. Alors par contre, on est vraiment uniquement avec les personnages, avec leurs ressentis, ce qu'ils vivent, ce qui se passe, leur quête et tout ça. On n'est pas du tout, enfin on n'est pas du tout, on n'est pas vraiment dans la politique, enfin voilà, le world building n'est pas vraiment développé, on ne sait pas tellement ce qui se passe en dehors de l'école, même si on en sait un petit peu, c'est pas non plus super développé, on n'en sait pas non plus forcément beaucoup sur, voilà, enfin, sur les enjeux divers et variés, et c'est vrai que ça, et sur le système de magie, parce qu'il y a quand même un système de magie, et on le voit pas trop. Après, une fois qu'on le sait et qu'on sait qu'on part vraiment sur, c'est du young adulte et qu'on part vraiment avec les personnages, finalement, et ce qui est important, ce sont les personnages, ben, on peut apprécier beaucoup plus sa lecture. C'est une écriture qui est quand même super bien faite, même si elle n'est pas complètement parfaite. Évidemment, c'est quand même assez exceptionnel. On est quand même sur une très bonne écriture. Emmanuelle Lefebvre est une jeune autrice qui promet, je pense, de nous proposer des ouvrages de la fantaisie de super qualité. Ça se lit assez facilement, c'est juste qu'il faut garder en tête que c'est de la young adulte. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est pas ça que ça veut dire, attention. Young adulte n'est pas synonyme de livre bâclé ou de mauvaise qualité. Young adulte veut dire ça s'adresse à un public qui est plus jeune. Et on est vraiment sur les sentiments et tout ça. Et moi j'aime bien quand on a de la grosse construction d'univers derrière. Ça reste quand même une très très bonne lecture. C'est la troisième lecture que j'effectue pour la maison d'édition Magic. Et je dois vous avouer que les 3 textes que j'ai lus sont de super qualité, donc je suis hyper contente de découvrir de nouveaux titres dans cette maison d'édition. Je vais continuer ensuite avec un livre qui me tentait, mais depuis hyper longtemps. Ça faisait mes genre super méga longtemps que je l'avais, je pense depuis sa sortie, je l'avais dans ma wishlist. J'osais pas je me demandais est-ce que j'allais le mettre dans ma wishlist. Enfin, est-ce que j'allais oser le lire ou pas? C'était un peu, voilà, je menais un combat interne intense. Enfin, ça s'est vite quand même calmé. Il s'agit de Hidden Pictures de Jason Rekulak chez Brajlon Terreur. Ce livre il m'a été offert par Claire Diomy. Je te remercie encore infiniment. Pourquoi est-ce que je me tâtais? Parce que le pitch me plaisait de ouf, mais en même temps, j'avais hyper peur de certaines choses. Je vais vous expliquer. Alors d'abord, juste pour vous dire, ce livre, si j'avais pu, je l'aurais lu d'une traite. Et juste, ça c'est ce que j'ai lu en une fois, et ça c'est ce que j'ai lu en 2 fois, mais c'est juste parce que j'avais des impératifs et que je ne pouvais pas lire, sinon je l'aurais dégommé. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Barbara. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Mallory, qui a eu des problèmes de dépendance à la drogue, et qui décide, qui a réussi à reprendre sa vie en main, qui a fait une désintox et qui aujourd'hui est sobre et sevrée, même, enfin, voilà, même si ça la hante et que elle a toujours ce truc qui le plane au-dessus de la tête, elle arrive à s'en sortir. Et elle a un parrain au narcotique anonyme avec qui ça se passe très bien et qui va lui proposer d'être babysitter pour un jeune garçon. Donc au début, elle ose, ça la perturbe, ça la perturbe. Elle se demande pourquoi est-ce qu'on va l'embaucher, et puis elle fait l'entretien d'embauche avec la maman, ça se passe très bien. Le petit garçon a 5 ans, ça se passe super bien, super feeling et tout ça. Elle fait l'entretien avec le papa, c'est un peu plus chaud braise, et finalement elle se retrouve à être embauchée par cette famille, avec qui voilà, ça va se passer assez bien. Elle est logée sur place, parce que c'est pour l'été, donc elle s'occupe vraiment du petit garçon H24, enfin pas H24, mais toute la journée. Et tout va bien jusqu'au moment où voilà, le petit garçon, Trevor, je crois, Teddy, pardon. Teddy fait des dessins et Teddy fait des dessins qui sont très chelous et qui vont s'avérer de plus en plus chelous jusqu'à devenir carrément flippants. Et tout se résume voilà, globalement à ça, c'est qu'il va y avoir plein de pages noires. Je ne sais pas si vous les voyez, on voit un petit peu que c'est plus sombre, voilà, sans que je vous montre pour autant. Et on va découvrir les dessins que Teddy va effectuer et qui vont ajouter une tension énorme forcément au récit. Moi, je vous avoue que la première fois que j'ai vraiment vu, la première fois que j'ai vu un dessin un peu flippant, j'étais bon, ok, je me sens pas super bien. La deuxième fois, j'ai jeté le livre. Voilà, c'était le soir, je n'aurais pas dû le lire à ce moment-là, et j'ai jeté le livre. Après, je l'ai lu 2 jours, et surtout après, c'est redescendu, et finalement, on n'est pas sur de la terreur, enfin voilà, on est sur de la tension, mais on n'est pas sur de l'horreur. Alors c'est de la terreur, pas de l'horreur. Et ma foi, c'était une lecture que j'ai adorée. Je pense que ça sera...
je me demande si c'est pas un coup de cœur. Alors pourquoi? Parce que pourquoi ce ne serait pas un coup de cœur? Parce que c'est pas non plus d'une originalité dingue. Mais pourquoi ce serait un coup de cœur? Parce que je l'ai dégommé et qu'il correspondait exactement à ce genre de film qui font monter une tension progressivement comme ça et où au final ça éclate et que j'adore ce genre de film et surtout j'adore voir ce genre de film à la période estivale, sauf que bon bah en fait l'été n'arrive pas. Donc ça m'a donné un petit peu ce côté voilà, horreur, flippant. J'ai adoré, l'écriture est hyper addictive, Mallory est hyper attachante, est une jeune fille très très attachante et qu'on va suivre vraiment dans ses questionnements et c'est pas facile pour elle parce qu'elle a envie de bien faire mais que vraiment c'est compliqué quoi. J'ai tellement aimé ce livre que quand j'ai fait ma sortie livre, j'ai repris un Brajlon Terreur parce que j'avais trop envie de découvrir d'autres titres de cette collection, juste pour, parce que j'ai envie d'avoir les pétoches. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un énorme coup de cœur. C'est un livre que j'appréhendais énormément de lire. Évidemment, j'avais envie que ce soit un coup de cœur. C'est un coup de cœur, mais c'est un livre qui représente aussi beaucoup de choses parce que j'ai un lien très particulier à cet auteur. Vous vous doutez évidemment quel livre je vais vous présenter. Il s'agit de Terry Pratchett, Une vie avec notes de bas de page de Rob Wilkins. Chez La Talente, je vais essayer de vous parler de ce livre sans me mettre à pleurer. Il n'est pas impossible que ça arrive. Si jamais ça arrive, j'en suis désolée, mais je ne vais pas tellement pouvoir faire autrement. Terry Pratchett, c'était un auteur de fantasy humoristique qui est surtout connu pour sa saga des Annales du Disque-Monde qui sont juste là, hop, juste derrière. Terry Pratchett, moi je l'ai découvert avec son premier livre du Disque-Monde et je me suis arrêtée autour du 25e ou du 26e tome parce que j'ai eu un blocage à un moment donné quand j'ai découvert qu'il était décédé. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un énorme blocage, sachant qu'il me reste encore plein d'ouvrages à lire de cet auteur. Donc j'attendais beaucoup de cette biographie parce que j'avais envie qu'elle m'aide à passer un cap avec lui, qu'elle m'aide à comprendre un petit peu son parcours et qu'elle m'accompagne dans ce deuil. Et c'est exactement ce que cette biographie a fait, c'est-à-dire que on va découvrir Terry Pratchett qui était un auteur qui n'était pas le joyeux guéluron qu'on peut imaginer, mais un auteur avec des hauts et des bas et pas sa langue dans sa poche. Il est décédé de la maladie, il est décédé d'un Alzheimer précoce et il en est décédé naturellement, c'est-à-dire que moi je pensais il avait eu un suicide assisté, sauf qu'en fait pas du tout, il est mort de la maladie d'Alzheimer. Par contre, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la dignité et le droit du choix et qui s'est battu pour plein de causes. C'est quelqu'un qui fonctionnait vraiment beaucoup à l'instinct et qui fonctionnait... Enfin, il a fait des trucs aberrants du genre refuser des sommes folles parce qu'il trouvait que c'était trop fou pour certaines de ses adaptations ou pour certains de ses romans. Et c'est un auteur, je lisais ce livre le soir, je me dégustais quelques pages, donc je l'ai lu sur 6 mois, et j'ai adoré. C'était hyper... alors c'est très qualitatif, Rob Wilkins, il a vraiment fait un travail incroyable, c'était son assistant pendant 20 ans, je crois, et donc il a vraiment suivi l'auteur, il l'a vraiment connu, il l'a accompagné du début à la fin. Évidemment, autant vous dire que quand on apprend la maladie de Terry, j'ai pleuré, et sur toute la fin, j'ai pleuré, voilà parce que c'est dire adieu à ce personnage et dire adieu à cet auteur à ma façon. Et je remercie infiniment les éditions La Talente de proposer un ouvrage de cette qualité pour les amoureux de cet auteur, parce que ça nous permet, moi ça m'a permis clairement de passer ce cap que je n'arrivais pas à passer. Donc je suis très contente, même si voilà, ça, voilà, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir reprendre les Annales du Disque Monde sereinement. Et puis surtout, j'ai découvert qu'en fait, il avait écrit plein d'autres choses et que une fois que cette saga-là est terminée, j'ai encore des sagas jeunesse. Et qu'après, je peux relire les Annales du Disque Monde avec une autre façon de les lire parce qu'il y a plein de personnages et tout ça. Si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous encourage vivement à le lire parce que c'est un auteur qui rend la fantaisie, qui donne une image de la fantaisie que vous ne trouverez nulle part ailleurs. C'est impossible. C'est-à-dire que on peut trouver de la fantaisie. Maintenant, il y a de la fantaisie bienveillante. J'ai cru que je n'avais pas allumé la caméra. Excusez-moi, gros stress. Il y a de la fantaisie bienveillante et tout ça, et de la belle fantaisie, et de la fantaisie inclusive et tout ça. Mais
Terry, il avait commencé à faire tout ça, mais bien avant tout le monde, en fait. Il a lancé des choses qui ont existé, qui ont été à la mode 20 ans plus tard. Mais lui, il avait déjà commencé à faire de l'inclusivité, il avait déjà commencé à faire de la représentation et de la bienveillance et tout ça. Et c'est pas pour rien que j'ai fait le choix de lire cet auteur et que j'ai eu un attachement aussi profond, c'est parce que j'aime beaucoup les valeurs qu'il véhicule à travers la fantaisie. Il aborde énormément de choses, même si on est sur de la fantaisie. Ça ne l'empêche pas de faire des parallèles avec notre monde. Il n'y a pas marqué que c'est un parallèle avec notre monde, mais nous, on peut le voir. Il a un personnage, moi, un de mes personnages préférés, c'est le personnage de la mort, qui est un personnage qui est très très fort. Mais voilà, les sorcières, elles sont génialissimes. Le guet, ils sont extraordinaires. Tout ça, le guet, c'est un groupe de personnes qui s'occupent de la surveillance du disque monde, enfin de Ankh-Morpork, qui est la ville principale où on suit les personnages. Donc voilà, c'était vraiment hyper bien. Et si vous ne connaissez pas Terry Pratchett, je ne peux que vous encourager à lire du Terry Pratchett, même si le premier livre n'est pas forcément le meilleur. Moi, j'en ai un très bon souvenir parce que je me rappelle, c'est marrant parce que je me rappelle parfaitement la première fois que j'ai lu un livre, le premier livre de Terry Pratchett, qui est, je crois, La Huitième Couleur. Oui, c'est ça, La Huitième Couleur. J'hésite toujours avec la huitième fille, mais c'est La Huitième Couleur. Et je me rappelle parfaitement parce que je devais avoir une vingtaine d'années. J'ai pris ce livre, on m'avait prêté, et c'était un soir. Et je me suis posée, j'ai commencé à lire le livre, et en fait, je n'arrivais pas à le lâcher. Je n'ai pas réussi à le lâcher, et je riais, mais j'avais jamais ri en lisant un livre, en fait. J'avais jamais ri, ou alors j'avais pas souvenir. Il m'a redonné goût à la lecture, il m'a donné une envie de dévorer de la fantaisie, bon, même si à l'époque, je mangeais pas mal de Robin Hobb quand même, mais une autre version voilà, de la fantaisie qu'on découvre nulle part ailleurs en fait. Donc, il faut lire Terry Pratchett. Il faut lire cette biographie de Terry Pratchett. Pour les amoureux de Terry Pratchett, lisez cette bio. Pour les amoureux de la fantaisie, lisez du Terry Pratchett. Pour les amoureux de la vie, lisez Terry Pratchett. Bref, vous avez compris. Lisez Terry Pratchett. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture de lectures très diverses, puisqu'on a quand même de la saga familiale, de la fantaisie, de la biographie, de la terreur et du manga. Donc on est vraiment sur quelque chose de très varié, avec des lectures quand même globalement de bonnes lectures, même si j'ai été un peu dure avec certaines, ça reste de très très bonnes lectures. Je vais essayer de vous préparer pour cet été différents types de vidéos pour que vous puissiez vous régaler tout l'été, même si que vous soyez en vacances ou que vous travaillez. De toute façon, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que vous allez bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!